Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre JT de la semaine. Voici le condensé de ce qu'il ne fallait surtout pas manquer. Et on débute avec ce nouvel épisode de Vigilance Vague Submersion déclenché par Météo France. Ce lundi, les conditions de mer étaient très compliquées, comme souvent depuis le début de l'année. Résultat, des pêcheurs bloqués à quai et un vrai manque à gagner pour la profession. D'autant plus que beaucoup ne cotisent pas au dispositif de chômage intempéries. Dorian Cailloux est là. Depuis quelques années, les alertes vagues submersion se multiplient sur le territoire. Entre la houle et les sargasses, le milieu de la pêche s'essouffle. Ce matin, dans le nord Atlantique, les étals du marché aux poissons restent désespérément vides. Le port Cosmy, lui, est bel et bien plein, mais 2 bateaux à quai. On a sorti pendant un mois et puis la mer est dure. Et tous les marins pêcheurs en ce moment, ils prennent un bac de poissons, 2 bacs de poissons. Avec le courant, le sargasse, tout ça, on n'a pas grand-chose. De poissons, ça ne fait payer que l'essence. Et puis, s'il y a un petit problème sur le moteur, c'est tout. Mais pour payer les autres trucs, l'URSSAF, le loyer, il y a l'essence à payer, tout ça. Donc, on n'a pas beaucoup de moyens. Des conditions climatiques qui accentuent le manque de moyens déjà dénoncé par certains pêcheurs. L'indemnité de chômage intempéries peut couvrir ces journées blanches, mais uniquement pour les professionnels ayant les moyens d'y cotiser. La seule chose qu'on a, c'est qu'il y a un organisme qui fait l'histoire de chômage intempéries, mais c'est vraiment lorsqu'il y a des pertes conséquentes. D'accord, donc là pour des journées comme ça, si vous ne vendez pas de poisson, c'est votre problème. Ça, c'est notre problème à nous. Pour les autorités, on a tellement parlé de ça que les gens, ils entendent, mais n'essaient pas de comprendre. Parce que nous, pêcheurs, on subit, on ne fait que ça. Mais la seule chose qui est plus importante pour les autorités, c'est lorsque la paie est arrivée, qu'on puisse payer. Mais qu'ils puissent débourser pour pouvoir nous mettre à l'aise, ça n'existe pas. Une souffrance qui ne date pas d'hier pour les acteurs de la filière. Le président du comité de pêche appelle les marins-pêcheurs à cotiser au chômage intempéries, un filet de sécurité indispensable lors de ces périodes de creux. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu des petites contraintes récemment, mais c'est en phase d'être régularisé. Donc il y a en 3 phasages, pour les 20 jours, pour les 30 jours et pour les 40 jours. Donc 20 jours, vous avez 201,60 € à payer, 289 € pour les 30 jours et 378 € pour les 40 jours. Donc trimestriellement, les marins-pêcheurs qui sont à la caisse chômage cotisent, ils ont une avance semestriellement et annuellement, ils ont le solde de leur caisse chômage intempéries. Une situation qui laisse un vide sur les marchés aux poissons et une empreinte durable dans le cœur des pêcheurs. Émoi et incompréhension lorsqu'un chien sème la terreur dans un quartier faux-y-aller. Depuis plusieurs semaines, les habitants de la résidence Pierre-Champ à Châteauboeuf dénoncent le comportement de l'animal et de son maître. La semaine dernière, il a attaqué mortellement l'un de ses congénères, promené alors par un enfant de 5 ans. Le récit de Loïc Régis et Régine Germani. Voici l'animal filmé par un habitant de la résidence. Il est souvent pointé du doigt pour son agressivité. Mercredi dernier, alors qu'une petite fille de 5 ans promenait son chien, il s'en prend violemment à eux. J'ai juste entendu ma fille crier, maman, 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 crier et tout. J'ai juste le temps de me retourner. J'ai juste vu, en fait, du coup, Husky qui s'est mis devant elle. Husky, c'est mon petit chien. Il s'est mis devant elle. Et en fait, le chien a déboulé, il a attrapé, il a secoué, il y avait ma fille qui criait. J'ai crié, c'est à qui ce chien, c'est à qui ce chien. J'ai vu un monsieur là, hein. Le monsieur, il était debout. C'est le voisin qui est descendu, en fait, il est descendu avec une pelle parce qu'il a entendu les cris. Je pense qu'il a regardé par son balcon. Et en fait, il a vu le chien avec mon chien dans sa gueule, du coup. Et il est descendu, il a tapé avec une pelle sur sa tête. Son shih tzu ne survivra pas aux blessures, malgré des soins pratiqués chez un vétérinaire. Au-delà de la tristesse, elle se sent prisonnière de cette situation. Après avoir alerté plusieurs services et tenté de déposer plainte, les portes sont restées fermées. La personne qui m'a prise en fait du coup en audition m'a expliqué que en fait ce n'est qu'un chien quoi, en gros. La dame, j'ai beau expliquer que ma fille a été attaquée, qu'il y a quand même eu quelque chose de violent qui s'est fait sous ses yeux. Un chien
de cette corpulence quand même était sans laisse. Le propriétaire était présent, il n'a rien fait, il n'a pas réagi. Qu'il y a quand même matière à porter plainte. Elle m'a dit, votre fille, elle est blessée? J'ai dit non. Elle m'a dit, votre fille, elle a rien. J'ai dit non, c'est plus psychologique puisque mon chien, il s'est mis devant elle. Donc en fait, c'est le chien qui a tout pris. Elle me dit, madame, c'est une main courante en fait. Depuis une semaine, les nuits de cette famille sont devenues plus compliquées, notamment pour les enfants. Qui est-ce qui va me rembourser en fait tout ce qui est vétérinaire, les frais psychologiques de mes enfants, tout ce qui va derrière en fait. Pour le moment, je suis dans l'attente et le monsieur il refuse de prendre ses responsabilités. Le premier à prendre ses responsabilités, c'est lui. Surtout face à une petite fille de 5 ans. La petite, elle est traumatisée. Elle fait des cauchemars la nuit en me disant qu'il y a un chien qui l'a mort. Elle refuse qu'on dorme, comme notre chambre donne sur le balcon du monsieur et qu'on entend en fait le chien qui aboie toute la nuit. Ma fille refuse de dormir dans sa chambre. Comme elle, d'autres personnes ont vécu des mésaventures avec ce chien. Ces habitantes racontent un quotidien qui trouble un quartier, décrit comme paisible. J'ai l'autre d'entrer dans ma voiture, m'enfermer, et je vois le chien qui saute sur ma voiture, comme s'il est bien énervé, bien agressif. Donc je dis non, mais c'est pas possible. Donc, entre-temps, ma fille qui est dans la voiture, elle a appelé son papa pour dire qu'on ne peut pas descendre de là. Entrer chez nous, que le chien est en liberté. Effectivement, il n'y a pas de propriétaire, le chien est libre. Donc, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je ne peux pas payer un loyer, ne pas pouvoir entrer chez moi par rapport au chien qui sème la terreur dans le bâtiment, c'est pas possible. Le chien était libre en fait. Alors moi j'ai pas vu un chien dangereux type pitbull, etc. Je me suis dit bon, le monsieur il est quand même à côté, c'est pas grave. Le chien voit mon petit chien, je vois qu'il arrive en courant. On appelle le chien, on lui dit de rentrer. Donc le chien rentre. Donc au niveau du pas de la porte, le chien du monsieur arrive, il essaie de rentrer dans l'appartement pour attraper mon petit chien. Carline a également entrepris des démarches judiciaires pour obtenir réparation. Pour le moment, la colère et l'incompréhension règnent toujours à la résidence Pierre-Champ. Ce lundi a aussi été marqué par l'ouverture officielle de la campagne des municipales. La liste définitive des candidats pour les scrutins des 15 et 22 mars prochains est connue. Combien sont-ils? Quels sont les rapports de force sur le territoire? Élément de réponse avec Jean-Marc Carton. À quelques jours du scrutin, les municipales de 2026 s'annoncent déjà comme un tournant politique pour de nombreuses communes. La parité progresse lentement, mais sûrement. À ce jour, 6 femmes sont à la tête d'une municipalité, soit 18% des maires. Une évolution notable, même si les hommes restent largement majoritaires parmi les têtes de liste. Le nombre de femmes têtes de liste est en augmentation régulière. Et ça traduit bien évidemment la volonté politique des femmes de jouer un rôle beaucoup plus important dans la gestion de la ville. Et puis surtout, la parité a, entre guillemets, amené les femmes à tâter du doigt la réalité politique des villes. Donc elles ont une expérience, elles ont été adjointes, elles ont été conseillères municipales. Sur cette carte politique, les enjeux semblent plus marqués dans certaines communes. Les communes à enjeu sont bien évidemment Schœlcher. Là, il y a un vrai suspense. Le Robert, bien évidemment. Fort-de-France, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai suspense. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles sont les conséquences électorales des problématiques judiciaires du maire de Fort-de-France. Et puis, il y a quelques petites communes. En nombre d'habitants, le Morne-Vert, là, il y a un challenge. Le Prêcheur, une toute petite commune comme ça, 6 listes. Les municipales de 2026 ne font que commencer. Une certitude, sur le terrain, chaque voix comptera et chaque commune pourra écrire une page décisive de son avenir politique. Mardi, tous les yeux étaient tournés vers l'étude publiée par l'IEDOM sur le surendettement. On y apprend que 675 dossiers ont été traités en 2025, soit 28% de plus que l'année précédente. Le constat est implacable, les Martiniquais sont de plus en plus endettés. Les précisions face à la caméra de Dorian Cayuela. On constate c'est globalement une augmentation du nombre de dossiers en Martinique et une augmentation, comme l'a dit le directeur du LIEDOM, du montant moyen des dettes. Alors vis-à-vis de la DRFIP, c'est plutôt stable. Nous, on n'a pas une augmentation plus particulière, mais du nombre de dettes et du montant des dettes.
Mais globalement, on constate que les Martiniquais, que les personnes qui saisissent la commission sont plus nombreux et ont des dettes plus importantes. 675 durant cette année 2025, c'est une forte augmentation, plus 27,8% très précisément par rapport à 2024. Donc ça, c'est une première caractéristique de cette année et de cette procédure. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on est en déphasage, ou en tout cas en décalage par rapport au national, puisque au niveau national, une augmentation également, mais de 10%. À relativiser parce que si l'on devait parler ce que je qualifierais de densité du surendettement, les chiffres nous montrent que la Martinique, on le mesure par le nombre de dossiers pour 10 000 habitants. 1,6 dossiers pour 10 000 habitants à la Martinique, c'est 2,4 au niveau national. L'information n'est pas passée inaperçue, notamment chez les excursionnistes. Le Tour des Yoles 2026 inaugurera une nouvelle ère concernant les bateaux suiveurs. Une zone d'accréditation payante sera mise en place, de quoi modifier l'économie autour de ce rendez-vous majeur de l'année. Les explications de Jean-Marc Carteron. À plusieurs mois du départ, l'organisation durcit les conditions d'accès au plan d'eau. Désormais, plaisanciers et professionnels devront obtenir une accréditation officielle pour suivre la course au plus près. Une mesure qui pourrait modifier les habitudes, les responsabilités et les coûts. Ça change quoi? Ça change un poids financier, puisque nous devons changer nos devis, nos propositions à nos clients en rajoutant cette accréditation, parce que c'est difficile de prendre sur nous, puisque nous avons déjà une conjoncture économique compliquée, un tourisme qui a diminué. Donc il faut qu'on fasse attention en même temps, mais en même temps on a envie d'être impliqué et de soutenir la Fédération des Yoles Rondes. Donc ça reste important pour nous quand même. Je vais revenir surtout sur l'importance ou l'intérêt qui a été mis en avant sur cette accréditation. C'est qu'aujourd'hui, l'espace maritime, donc au niveau de l'organisation de la manifestation du Tour, sera séparé en 3 zones. Donc une zone, on va dire, entre 0 et 200 mètres, qui sera réservée aux yoleurs, à l'assistance, à la presse également, et certains navires de sécurité, donc accrédités. Et la deuxième zone qui nous concerne, nous, les professionnels, qui est une zone de 200 à 500 mètres, pour les navires accrédités, et ceux qui ne le seront pas seront dans une zone de 500 mètres, donc zone d'exclusion. Premiers concernés, les acteurs du nautisme. Le cluster maritime de Martinique, créé en 2013, regroupe les professionnels du secteur. Il accompagne aujourd'hui ses adhérents face à cette nouvelle obligation. Entre sécurité renforcée et contraintes supplémentaires, le secteur cherche à s'adapter. Toutes les activités autour du Tour des Yoles est très importante pour la population martiniquaise, mais aussi pour les yoleurs et les professionnels. Je pense que d'une façon ou d'une autre, je crois que ce sera le moment pour nous aussi, nos Martiniquais, de démontrer qu'on puisse aider, parce que là aussi ça fait partie des objectifs, d'aider la Fédération des Yoles Rondes, donc de mieux organiser ce fameux Tour des Yoles qui est cette année à la 40e édition. La décision vient de la Fédération des Yoles Rondes de Martinique, organisatrice de la compétition. Elle défend un dispositif destiné à structurer davantage l'événement et à limiter les risques en mer. Un cadre plus strict pour anticiper l'affluence et éviter les débordements. La demande première vient effectivement du préfet qui a souhaité, suite à sa première participation l'année dernière au Tour des Yoles, un peu cadrer toute l'activité, notamment l'activité économique qu'il peut avoir autour du Tour, et aussi suite aux différents drames que l'on a eu en marge du Tour, donc se tourner vers nous et les professionnels pour trouver des premières solutions afin d'éliminer le risque lié à cette manifestation. Le départ n'est pas encore donné, mais les règles, elles, sont déjà fixées. Entre exigences de sécurité et nouvelles contraintes pour les usagers de la mer, le Tour se prépare aussi en coulisses. Une édition qui commence bien avant le premier coup de corne de brume. Le mercredi 4 mars marquait la journée mondiale de l'obésité. Un enjeu majeur de santé publique sur nos territoires. Les chiffres laissent peu de place au doute. 22,4% de la population ultramarine serait en situation d'obésité. Les professionnels de santé alertent sur une progression constante du phénomène, d'autant plus que les conséquences peuvent être très lourdes. Un reportage de Jean-Marc Carteron.
le 4 mars marque la journée mondiale de l'obésité. En Martinique, près d'un adulte sur deux est en surpoids ou obèse. L'obésité seule concerne environ 22,4% des adultes selon les données de Santé publique France. Dans les rues de Fort-de-France, le mot obésité divise. Entre banalisation et inquiétude, les avis sont partagés. On va là-bas plus pour pouvoir aller plus vite dans la vie de tous les jours. Pour moi, quelqu'un qui est obèse, c'est pas un souci. L'obésité, c'est la malbouffe. J'ai toujours été mince, mais depuis on entre en retraite, on est livré à rester assis, à avoir du bon temps. C'est un problème que nous voyons tous les jours, mais je ne sais pas si les personnes sont conscientes du fait que l'obésité soit un problème de santé. On aime la facilité, on n'a pas le temps, donc la rapidité, acheter en extérieur, acheter en portée. Je ne fais pas particulièrement attention, j'essaie quand même de gérer pour ne pas prendre plus de poids, effectivement, mais je ne fais pas de sport, pas d'activité en particulier, non. Pour les spécialistes, l'obésité n'est pas une question d'apparence, c'est une maladie chronique bien définie. Robert Bonda, nutritionniste conseil, rappelle que l'indice de masse corporelle permet de poser un diagnostic. Selon lui, l'alimentation trop riche, les portions importantes ou la sédentarité expliquent en partie la situation locale. De plus en plus, ne prennent pas assez le temps pour faire manger. Il y a tellement de manger tout près qui est là, et puis de manger qui ont un bon goût. Et je dis aux Martiniquais, le fabricant qui met en place un produit, il va calculer ce qu'on appelle le point de félicité. C'est-à-dire le point qui va rendre la personne accro. Une fois qu'on a goûté au produit, on ne peut plus s'en passer. Dans les cabinets médicaux, les chiffres deviennent des visages. Le surpoids entraîne des complications lourdes. Diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires. La situation devient dangereuse quand il y a une diminution de la fonction de vie et les pathologies qui aussi donnent des problèmes vitaux, genre infarctus, insuffisance respiratoire où on ne peut pas vaquer à ses occupations correctement. Le diabète, quand il devient de plus en plus lourd à traiter. Face à cette progression, la prévention reste la priorité. Mieux manger, réduire les produits transformés, bouger au moins 30 minutes par jour et consulter plus tôt. Des gestes simples mais déterminants pour éviter des complications parfois irréversibles. Connaissez-vous le Waifel Redeem? Les plus jeunes d'entre vous et les amoureux de dancehall ont forcément entendu parler de ce phénomène venu tout droit de Jamaïque. Comme aux plus grandes heures de ce style musical, les artistes font l'étalage de leur talent sur un même instrumental. Assiste-t-on à la résurgence du dancehall à l'ancienne? Élément de réponse avec Louis Sabas. Un rythme efficace et des artistes de la scène dancehall locale et mondiale qui placent leurs textes. La recette du succès de la Waifel Redeem, la nouvelle tendance en soirée sur les réseaux sociaux, appréciée des amoureux du genre, comme Marilia et Mélina. Déjà, je trouve que ça bouge bien. J'aime bien le rythme, j'aime bien le fait qu'on bouge dessus, qu'on a envie de danser. Les sonorités aussi qui nous mettent en avant, c'est très caribéen. Donc, ça nous entraîne, en fait, tout simplement. Moi, c'est Admiralty. C'est lui qui a donné le plus de performances. Donc, ouais, Admiralty, Kérosène après. En quelques mois, le phénomène s'est répandu comme une traînée de poudre. Création du DJ jamaïcain Mac, le Waifel Redeem est une instrumentale qui date d'1 an. Son succès récent sur les réseaux sociaux et une forme de compétition entre artistes dancehall a entraîné dans son sillage bon nombre d'artistes locaux. J'ai été identifié plusieurs fois, je dis bon, à ce moment-là, on m'a dit que bon, lieutenant, tu fais quoi alors? Il y a tout le monde qui pose ce Redeem là, c'est le Redeem du moment, tu fais quoi? C'est le public qui demande. Hein. Quand j'ai vu qu'il y a 1, 2, 3, 10, 100, non, il faut que je fasse quelque chose. Et puis moi, moi, dès que tu envoies Redeem pour moi, je suis content. Pour moi, c'est mon truc. Donc, Tu t'entends le rythme là quand même, c'est un rythme à trouver vraiment bien. Et donc on pose ici parce que bon, on peut mon jeu et c'est vrai que là on fait mon morceau là, il y a une certaine émulation qui fait. C'est vrai que la production elle est terrible, très originale,
à la fois très actuel dans les sonorités, mais en même temps qui nous permettait de sortir du vrai dancehall et des vrais lyrics là-dessus. Alors à la base, j'allais pas poser dessus. C'est vraiment en ayant été mentionné pas mal de fois par les gens, des amis DJ qui me disent mais le truc est viral, pose quelque chose dessus et tout. Donc voilà, en tant qu'artiste, je pouvais pas trop résister. Entre retour des clashs, démonstrations techniques et messages conscients, le succès sur les réseaux sociaux du Wi-Fi Rhythm marque un retour à ce qu'est l'essence même du dancehall. La popularité de ce rhythm fait revivre une certaine tradition de la culture du dancehall jamaïcain, c'est-à-dire le rhythm, donc cette base instrumentale commune sur laquelle plusieurs artistes posent leurs chansons, et aussi cet aspect de défi, de compétition. Donc depuis très longtemps, les sound systems entre eux s'affrontaient. Tout cela d'ailleurs a contribué à l'expansion aussi de la culture du dancehall jamaïcain qui est arrivé chez nous. Donc effectivement, le phénomène de ce rhythm fait revivre ce côté compétition et confrontation musicale. Comme de nombreuses tendances sur les réseaux sociaux, difficile de dire combien de temps le Wi-Fi Rhythm va perdurer. Mais pour l'heure, ne faut-il pas juste profiter de la performance des artistes sur cette boucle qui fait danser la planète entière. Sage pour jouer les savants. Tu sais que j'envisage de tuer ton talent. Je ne vois que des enfants. Tillage, rien de marrant. Dans le game, je suis ton daron. Le fond de ton slip est marron. Et même si où écrit 10 pages lyrics, là pas bon. Place au temps fort de la journée de jeudi, avec tout d'abord la condamnation de Fabien Chérubin à 18 ans de réclusion criminelle. L'homme, déjà condamné pour le meurtre de Marion Génin le mois dernier, comparaissait cette fois devant la cour d'assises de Fort-de-France, poursuivi pour violence ayant entraîné la mort de Reynolds Repol, ainsi que le viol à l'encontre de sa compagne en 2008. Il était passé aux aveux dès le début de ce procès. Le compte-rendu de Dorian Cayuela. Le verdict est tombé pour Fabien Chérubin. Il a été reconnu coupable de vol avec violence ayant entraîné la mort, mais aussi d'enlèvement, de séquestration et de viol. Il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. La circonstance de viol en réunion n'a pas été retenue par la cour. Ce matin, avec le dernier témoignage, c'est très, très tendu. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et là, maintenant que la journée est terminée, que le verdict est tombé, soulagement. Parce qu'il a écopé de plus que ce que l'avocat général avait demandé pour lui à la base. 18 ans, est-ce que 18 ans. C'est déjà mieux que rien. Alors, sur les réquisitions, je pense qu'effectivement, tout a été évoqué. Seulement, les réquisitions aussi ont tenu compte de la particularité de l'individu, de l'accusé. Et les réquisitions qui me paraissaient être à l'origine acceptables, 15 ans, ont été modifiées par le verdict, puisque le verdict va au-delà des réquisitions du ministère public, à savoir la peine de 18 ans. Une peine qui est bien entendu au-dessus des réquisitions de l'avocat général. Bon, j'essaie de comprendre la motivation, ça peut se comprendre parce qu'on a une victime, la victime du viol notamment, qui encore à ce jour, 18 ans après, qui a été fracassée, qui est encore sous le choc et qui a quand même été entendue pendant plus d'une heure. Pendant plus d'une heure, et 18 ans après, on voit qu'elle avait encore beaucoup de souffrance. Et c'est quand même, je peux comprendre que la cour soit allée au-delà. Là maintenant, je n'ai aucune garantie que mon client, lui, ne prenne ça comme ça. Parce qu'autant qu'il était prêt à accepter une peine de 15 ans, autant 18 ans, ça lui fait supporter le meurtre de la personne qui a été égorgée, et ça, il n'est pas prêt à prendre ça. Je n'ai pas la maîtrise de mon client, il a un délai de 10 jours pour faire appel, s'il le souhaite, et le moment venu, on saura. Justice toujours, mais sur le plan social, les salariés d'Air Antilles attendaient le verdict du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre concernant leur avenir. Eh bien, il faudra patienter encore quelques semaines. La seule offre de reprise nécessite des ajustements. Pierre Saint-Luce, porteur du projet, a jusqu'au 2 avril pour revoir sa copie. Jean-Marc Carton. Le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a décidé ce jeudi 5 mars de renvoyer l'examen de l'offre de reprise portée par Pierre Saint-Luce. Les juges lui accordent un mois supplémentaire pour consolider son projet et trouver les financements nécessaires. La relance de la compagnie nécessiterait environ 10 millions d'euros selon la Direction générale de l'aviation civile.
En attendant la décision finale prévue le 2 avril, les salariés restent dans l'incertitude. Notre première réaction, c'est de se dire encore une date, encore de l'attente, encore ce moment de suspense. Mais, il y a un mais, c'est que le juge a entendu quand même le communiqué qu'on a envoyé et il a demandé à ce que enfin les salariés soient mis dans les confidences de l'administrateur judiciaire et de la direction. On a un silence qui est très pesant au niveau de la direction et de l'administrateur judiciaire. Donc ça, c'est très lourd. En plus, le fait de ne pas savoir à quoi s'attendre demain, c'est très pesant, c'est très difficile à vivre. Le plan social a l'air de parler de beaucoup de licenciements, au moins pour la reprise, et de reprendre un effectif au fur et à mesure des mois qui passeraient. Liquidation, on veut. Reprise, on veut. Mais en vrai, ce qui nous importe le plus, c'est qu'on puisse garder au moins un maximum de salariés et faire du renouveau avec Air Antilles. Mais on ne veut pas non plus à n'importe quel prix. Nous, à Air Antilles, on est habitués à des rebondissements, on est habitués à justement être surpris. Donc j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, si on a une reprise avec quelqu'un et qu'on perd plus de la moitié des salariés, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Si on est en liquidation et qu'après ça permet à plus de repreneurs de venir, est-ce que ça vaut le coup ou pas? En vrai, on est dans une situation où tout peut se jouer. Du nouveau, dans la lutte contre les invasions de sargasses, le Sargator 3 a été inauguré en présence du préfet au large du quartier d'Ostalie au François. L'outil doit permettre d'augmenter la capacité de collecte de ces algues nocives. Dorian Cayuela nous présente l'embarcation. Aujourd'hui, sur les côtes de d'Ostalie, le préfet de la Martinique et ses partenaires ont fait le déplacement pour inaugurer le Sargator 3, un nouvel outil dans la lutte contre les sargasses sur le territoire. Le marché a été attribué à la société Philédrome, chargée de déployer ce dispositif en mer. C'est Philédrome qui a eu les fonds pour acheter le Sargator. Et nous, notre entreprise, on fabrique les barrages anti-sargasses. Ça fait plus de 10 ans qu'on est dedans. Depuis quelques années, nous ramassons aussi les sargasses sur les barrages. Je ne sais pas si scientifiquement les sargasses vont s'arrêter. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la Martinique est très 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 avancée et qu'il y a une énorme évolution en ce qui concerne le traitement des sargasses, le ramassage et le stockage. Le Sargator a pour mission de récupérer les sargasses, de les conditionner dans des big bags avant de les immerger au large. C'est ensuite que la Somara entre en action, grâce à sa nouvelle barge baptisée Toupiti, équipée pour récupérer à la grue les sacs immergés, puis les acheminer vers une zone de stockage. Le rôle, c'est de coordonner tout ce beau monde. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a une équipe de 30 marins qui seront déployés tous les jours pour lutter contre les sargasses. Donc, dans le premier temps, on a les marins pêcheurs. Donc, on a 11 marins pêcheurs. Ils vont ramasser environ 16 tonnes de sargasses par marin pêcheur et par jour. On a également les bateaux de type Sargator. Donc, l'idée, c'est de coordonner en partenariat avec le GIP pour comprendre quelles sont les urgences et où déployer ces différents moyens. La direction de la mer est ensuite chargée de la gestion et du stockage des sargasses collectées. Ces deux nouveaux équipements marquent une avancée importante, permettant d'augmenter les capacités de récolte par rapport au dispositif précédent. L'ancien, le Sargator 2, pouvait faire 30 à 40 tonnes par jour, le sargasse. Celui-là, on estime qu'il pourrait faire jusqu'à 100 tonnes en une journée. Un Sargator qui est beaucoup plus large et à la grande différence du Sargator 2, il n'est pas obligé d'attendre que la grue vienne récupérer les sacs qu'il forme. Il peut les lâcher dans l'eau de mer pour que la grue les récupère. Et donc, il peut faire des sacs en continu. Le préfet de la Martinique a également détaillé les chiffres de cet investissement, tout en soulignant les progrès réalisés dans la lutte contre les sargasses. C'est un moment important qui fait suite à un travail mené depuis plusieurs mois pour essayer tout simplement qu'en 2026, on soit meilleur qu'en 2025 pour le ramassage en mer. Beaucoup de progrès ont été faits ces dernières années, mais nous avons encore des marges de progrès. Et nous avons donc travaillé sur plusieurs aspects. D'abord l'aspect financier, que le gouvernement a mis en place 2,5 millions supplémentaires d'euros pour le ramassage aux Antilles, dont on va récupérer à peu près 1 million d'euros. À cela s'ajoute un nouveau marché qui maintenant passe de l'État au GIP, mais qui va nous permettre de ramasser plus à moins cher. Une avancée significative pour le territoire qui pourrait à terme améliorer le quotidien des riverains confrontés à ce fléau récurrent.
seuls 7% des femmes victimes d'agressions sexuelles portent plainte. Un chiffre que les membres du barreau de Martinique avaient très certainement en tête vendredi. Ils étaient réunis comme chaque année à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. L'occasion de marquer le coup avec la traditionnelle photo prise dans la salle des pas perdus du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Dorian Cayuela y était. En 2026, les droits des femmes restent plus que jamais au cœur du débat public en France. Sur le terrain juridique, les avocats figurent souvent en première ligne pour défendre celles qui cherchent justice. Au tribunal judiciaire de Fort-de-France, le bâtonnier de Martinique les a réunis pour une photo symbolique. La journée du 8 mars, c'est une journée qui symbolise les batailles que les femmes ont menées avant nous et qui continuent à se mener aujourd'hui pour pouvoir obtenir une égalité et obtenir davantage de droits pour les femmes. Ça évoque une triste réalité. Effectivement, les victimes ont souvent honte, ne souhaitent pas déposer plainte parce qu'elles ont peur de ne pas être crues. C'est très difficile de sortir du silence et de devoir aller parler à des personnes qu'on ne connaît pas, notamment des enquêteurs, pour raconter ce dont on a été victime. Donc, au vu de la société actuelle, où les femmes ne sont pas forcément crues, il est très compliqué pour elles d'entamer cette démarche. Aujourd'hui, les femmes s'affirment davantage qu'auparavant. Dans le monde du travail comme dans la sphère privée, elles ne lâchent pas le combat et continuent de se battre pour faire respecter leurs droits. Comme Elodie, qui au quotidien s'engage pour défendre la cause. Alors pour moi, cette journée de la femme, c'est pour montrer à quel point nous avons beaucoup souffert et nous avons enfin pu trouver notre place. D'accord. Qu'est-ce qui est important pour toi en tant que femme aujourd'hui? Alors pour moi, c'est qu'on puisse enfin nous respecter, nous donner le temps de parole, qu'on puisse nous laisser libres, qu'on puisse arrêter de nous juger, de nous victimiser et que toutes les femmes puissent être des femmes fortes. Tous nos rêves peuvent être accomplis et ne surtout pas se laisser marcher sous les pieds à l'heure de nos jours en 2026. La bâtonnière de Martinique, au cœur de cette mobilisation, a tenu à rappeler qu'aujourd'hui, les tribunaux comptent de nombreuses femmes, greffières, avocates ou encore magistrates. Une présence de plus en plus forte dans les métiers de la justice. En 2026, on défend beaucoup plus les femmes qu'avant, parce qu'avant, les femmes étaient incapables majeures, elles ne pouvaient pas travailler, elles devaient demander l'autorisation à leur mari. Les femmes ne pouvaient pas non plus voter, les femmes ne pouvaient pas accéder à certaines professions. Et vous voyez, il y a une majorité de femmes parce que le monde judiciaire est très féminin. Donc oui, en 2026, on défend plus les droits, mais il y a encore tellement de choses à faire, non seulement dans le monde, mais aussi dans nos professions, parce qu'on se rend compte que les femmes ont moins de moyens que les hommes, ça c'est clair. Dans les tribunaux comme dans la société, la vigilance reste de mise pour que l'égalité ne soit plus seulement un principe, mais une réalité au quotidien. Et toujours ce vendredi, le coup d'envoi de la semaine de formation sport adapté, activité motrice et autisme a été donné à l'IMS. L'enjeu est de professionnaliser l'accueil des personnes en situation de handicap mental ou atteinte d'autisme dans les clubs. Si les ateliers débuteront demain, dirigeants de clubs, animateurs, sportifs ou encore bénévoles étaient invités à une formation sur les fondamentaux du fonctionnement de la Fédération française de sport adapté. Le reportage de Louis Sabas. Environ 80 personnes en situation de handicap cognitif ou présentant un trouble du spectre autistique sont affiliées à la Ligue de Martinique de sport adapté. C'est pourquoi elle propose une semaine de formation sport adapté, activité motrice et autisme à l'IMS. Ici, des représentants de clubs, éducateurs, bénévoles et parents assistent au premier volet du stage sur le fonctionnement de la Fédération française de sport adapté. Objectif des participants, mieux comprendre l'organisme potentiellement partenaire. Et au sein de notre club Aquaform, on envisage vraiment de s'affilier à la fédération et de pouvoir créer une section à part entière. Ils sont de plus en plus intégrés dans à l'école et même dans les clubs sportifs et dans les associations. Et il est important pour nous de pouvoir les prendre en charge. Nous, parents qui sommes réticents à ne pas trouver de club pour nos enfants en situation de handicap, que là, on pourra les permettre d'accéder aux différents sports. Tout simplement pour nous permettre de connaître un peu plus la FFSA et de voir si on continue à s'affilier et pour avoir plus d'informations sur cette fédération qui nous permettrait d'accompagner de façon plus poussée les jeunes qu'on peut accueillir au sein du Madina Bikers. 3 autres cycles de formation sont proposés entre le 7 et le 13 mars. Fondamentaux du sport adapté, sensibilisation grand public, sport et autisme, et certificat fédéral sport-autisme. Ce dernier volet s'adresse particulièrement aux éducateurs sportifs et aux enseignants.
La semaine prochaine, effectivement, va être proposé le certificat fédéral sport et autisme. Et là, c'est vraiment une toute nouvelle formation également qui se développe depuis 3 ans maintenant en métropole et qui vise à leur apporter différentes clés et connaissances spécifiques sur les troubles du spectre de l'autisme pour leur permettre vraiment d'accompagner sur les clubs de la pratique sportive en répondant vraiment aux besoins et aux particularités des publics avec autisme. Donc cette formation, elle commence lundi. Et elle va durer 1 semaine et les stagiaires vont être ensuite amenés à faire des stages et à passer une certification. Des solutions pratiques pour augmenter le nombre de clubs susceptibles de s'affilier à la Ligue de Martinique de sport adapté. Avec l'aide de la Fédération française du sport adapté, qui sont maîtres d'œuvre dans les formations, les contenus de formation, c'est la Fédération française du sport adapté qui les délivre. On veut vraiment augmenter le nombre de clubs affiliés et aussi d'instituts IME, IMPro, ITEP, parce que eux ils peuvent émarger à la fédération aussi en tant que telle, et on a vraiment envie de se déployer sur tout le territoire, parce que c'est autant d'opportunités pour les enfants ou les enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap cognitif. Aujourd'hui, seuls 4 clubs sont affiliés à cette ligue. Pourtant, 6 athlètes ont participé au championnat de France élite parasport, dont le cycliste Josué Aude-Bourina, vainqueur 2025 du Coupe du Monde en Australie. Ça y est, cette édition arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur notre toute nouvelle plateforme ATV+, ainsi que sur nos réseaux sociaux. Dimanche prochain, vous retrouverez Ryan Aneas à cette place. Quant à moi, je vous dis à demain, 19h. Passez une excellente soirée sur ATV.